Bienvenue à 168 heures, un show qui offre un regard inédit puis intime sur la vie de grands aventurières puis grands aventuriers. Avec ce projet, j'ai envie de connecter avec des gens qui m'inspirent puis d'apprendre de leurs forces, de leurs erreurs, de leurs obstacles aussi, mais surtout de m'inspirer de leur vision du monde. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Jean-Philippe Leblanc, c'est un guide d'aventure, il est fondateur et directeur général de l'organisme Face au vent. Puis on a eu une discussion vraiment touchante où on s'est mis le cœur sur la table, on a ri, puis on a même versé une larme, pour vrai, à un moment donné pendant l'émission. J'ai vraiment, à travers ces histoires, été émerveillé, touché, parce qu'on a réussi à parler de certains moments clés dans nos vies qui chamboulent tout, des moments qui nous obligent à reconnecter avec qui on est vraiment, puis redéfinir ce qu'on veut pour la suite. Je suis certain que comme moi, cet échange va résonner, puis je souhaite qu'il vous marque. Merci d'être là, JP. Ça fait plaisir. Je suis vraiment excité que tu sois avec nous autres. En fait, je suis touché de ta présence. T'es quelqu'un qui, en fait, ton parcours m'impressionne, autant ton parcours d'expédition, ce que tu as accompli dans ton CV au fil des ans, que ton chapeau plus de philanthrope, d'entrepreneur social, de parce que tu accomplis à travers ton organisme Face au vent. Il y a des éléments là, d'humanité, d'impact qui sont très, très forts. Puis ton message, globalement, ton parcours, ton message, ta transformation au fil des ans, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément. Puis dès qu'on commençait à jaser du concept du show 168, pour moi, c'était clair que tu avais ta place. Fait que quand tu as accepté, j'étais juste super touché puis content que tu oses venir là, tout simplement. Ben merci, écoute, moi je suis super content d'être là avec toi. On va avoir une belle jasette, fait que c'est cool. All right, man, let's roll. En fait, on reçoit ici surtout des aventuriers, des gens qui gagnent leur vie à travers l'aventure. Puis toi, tu gagnes ta vie encore à travers l'aventure, entre autres. Il y a d'autres thèmes qu'on reparlera, entre autres, au niveau de l'intervention par la nature et l'aventure. Ouais. Mais vraiment, la première partie de ta carrière s'est faite autour du guidage. Et je sais que tu portes quand même un point d'honneur à faire une distinction entre l'aventure ou les aventuriers puis les guides, ce qui est quand même pas la même réalité. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques dans tes mots, c'est quoi la distinction finalement entre ces univers? À mon sens, là, l'aventurier, c'est vraiment c'est ce qu'on voit un petit peu plus aujourd'hui, dans la vision un peu plus Instagram et médias sociaux. On voit beaucoup l'aventurier qui fait du plein air puis qui communique ce qu'il fait, qui partage ce qu'il fait, qui inspire les gens par ses actions dans la nature, par ses expéditions. Donc, un bon aventurier, c'est pas nécessairement un bon guide. Okay? Parce que le guide, finalement, à mon sens, à moi, c'est d'amener les gens, de littéralement soit les prendre par la main, soit les accompagner, être là à côté, soit leur donner un coup de pied dans le cul quasiment. Mais c'est d'être là pour les amener à sortir de leur zone de confort, mais vraiment dans l'instant présent. Donc, c'est vraiment de les accompagner dans une activité de plein air pour leur faire vivre vraiment cette aventure-là qu'on vit. Fait que un bon guide n'est pas nécessairement un bon aventurier, puis un bon aventurier n'est pas nécessairement un bon guide non plus. Mais ceci dit, c'est deux personnes qui sont passionnées de la nature, du plein air. C'est juste qu'ils vivent pas tout à fait de la même façon. Et comment t'es devenu guide, justement? C'est quoi l'histoire derrière ça? C'est quoi l'histoire de mon parcours et tout ça? Moi, j'ai grandi les deux pieds dans l'eau salée, au fait. Je suis né et j'ai vécu ma petite enfance aux îles de la Madeleine. Je considère que ça a vraiment marqué ma relation que j'ai avec la nature. C'est sûr. Les grands espaces. J'ai toujours été quelqu'un qui jouait dehors. J'ai pas de souvenir dans mon enfance d'être assis puis de jouer à des jeux vidéo. J'ai des souvenirs d'être à la plage, de jouer dehors, de jouer dans le bois. C'est ces souvenirs-là qui sont vraiment les plus profonds en moi. Okay.
Au fil des années, plus je grandissais, ben, mon père m'a initié au ski de fond. Donc, j'ai commencé par le ski de fond. On s'entend aux Îles-de-la-Madeleine, il n'y a pas beaucoup de bois, mais il y a quand même des pistes de ski de fond. Donc, j'ai commencé un peu à travers tout ça. On est déménagé sur la rive sud de Montréal quand j'avais 10 ans. Donc, ça a été la coupure incroyable. Fait qu'on passe des grands paysages à quelque chose de plus petit et un drôle de stress, là. C'est tout un changement, là. Ouais, des îles de la Madeleine à la rive sud de Montréal. Ouais, fait vraiment un gros changement, puis une grosse... tu sais, moi, je me rappelle, là, toutes les maisons étaient pareilles, voir des arbres partout. J'avais l'impression de me perdre, là, tu sais, puis pourtant, c'était Varennes, là, c'est pas... À Varennes, OK. Ouais, c'est pas la plus grosse ville de la Rive-Sud non plus, là, mais... Ben ouais, mais quand t'arrives... Je me rappelle de l'émotion de comme arriver, puis c'est ma nouvelle maison, puis d'être juste, mais comment je vais faire pour aller à l'école? Je vais me perdre. Toutes les maisons sont pareilles, ça se ressemble, c'est tout pareil et tout ça. Ah ouais, hein? Ouais, fait que j'ai vraiment eu ce feeling-là. Puis, au fait, je pense que c'est comme un élément comme... vraiment comme où mon esprit d'aventure est né, finalement. Où dans cette part-là, j'ai commencé à trouver un certain forme de réconfort, le fait de faire face à ces peurs-là, mais tranquillement, tu sais, c'est venu un peu structurer mon esprit d'aventurier tranquillement de cette façon-là, tu sais. Quand tu dis cette peur-là, tu fais référence à l'espèce de sentiment quasiment de claustrophobie d'être en ville? Je pense que c'était comme ça que je l'avais vécu, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis après ça, au fil des années, la pratique du plein air a pris plus de place. J'ai commencé à faire du plein air avec mon père dans le parc de la Gaspésie. On partait en longue randonnée ensemble. Fait que toute mon adolescence, j'ai comme continué à faire de la randonnée, à aller coucher dans le bois. Je me rappelle, à 12 ans, j'étais parti pendant 2 nuits en arrière de Carleton avec ma bâche bleue, puis mon réchaud Coleman, puis mes cannes de bin, puis ma corde, puis mon sac de couchage et tout ça. J'étais parti avec mon sac à dos à armature externe, donc quand même. Et puis... donc, j'étais allé un peu vivre cette aventure-là. Solo? Là. Ouais, j'étais parti tout seul. Ah ouais, hein? Deux nuits en solo, comme ça dans le bois. Ouais, comme ça dans le bois. À 12 ans? Ouais, à 12 ans. Puis après ça, on était allé dans le parc de la Gaspésie, évidemment, pour faire de la randonnée. Puis après ça, plus mon parcours avançait, là, j'étais arrivé au cégep, j'ai commencé à faire des voyages à l'international. Ouais. Donc, aller au Pérou, donc commencer vraiment à aller encore plus profondément dans le plein air, puis aller dormir dehors, aller dans les Adirondacks, bref, aller dans plein d'endroits et tout ça. Fait que le plein air a vraiment été là, tu sais, de mon enfance, mon adolescence. Moi, j'ai appris le plein air puis l'aventure pas à pas. J'ai l'impression que ça a presque toujours fait partie de ma vie. Donc, avec le cégep, avec les voyages un petit peu plus grands, tout ça qui sont venus, j'ai développé la passion du voyage. Donc, beaucoup de voyages en Amérique du Sud et tout ça. Puis, pour faire une histoire assez simple, finalement, à un moment donné, j'ai décidé d'un peu tout abandonner. On pourrait dire ça comme ça, puis de partir vraiment plusieurs mois pour faire de la montagne, pour faire de la haute montagne en Amérique du Sud, plusieurs mois. Aller vraiment partir du Pérou jusqu'à la Terre de Feu, puis vraiment en profiter pour faire de l'alpinisme à fond, des treks et tout ça. Donc, grosse passion qui s'est cristallisée à ce moment-là. Je pense que c'est là que ça a fait comme, OK, tu sais, j'aime vraiment ça, le plein air et tout ça. Après ça, quelques années ont passé. J'avais un autre métier. J'étais boulanger à l'époque. Blablabla. Puis à un moment donné... Tu dois faire du super pain à tes clients je fais de la bannique incroyable. Puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité. Au fait, j'ai vu une opportunité. J'ai fait un cours pour enseigner l'escalade. Okay. J'avais fait mes cours de premier soin en région isolée et tout ça. Puis le formateur m'a dit « Hey, t'as un CB vraiment particulier, toi. Toutes les expériences que tu avais accumulées personnellement, c'était pas à travers le travail, là, mais c'est des voyages perso que tu faisais. Puis quand cet instructeur-là avait vu mon curriculum, il a fait « T'as comme 23, 24 ans, puis t'as tout connu ces places-là, t'as tout fait ces endroits-là, puis tout ça. » Puis c'est comme « Ben... » Puis il m'a dit, écoute, toi, t'as le profil pour travailler pour une entreprise qui s'appelle Caravani, qui fait du tourisme d'aventure à l'international. Il m'a dit ça, il m'a pitché ça comme ça. Puis moi, j'ai fait, je sais même pas c'est qui. J'étais allé voir sur Internet. J'ai fait, c'est pas pire ce qu'ils font et tout ça. Puis j'ai décidé d'envoyer un courriel à Caravani pour leur dire qu'est-ce que ça prend pour guider. Qu'est-ce que ça prend pour travailler pour vous, mais pour... Puis on s'entend, là, ça, c'est il y a une quinzaine d'années ou à peu près. Ouais, c'est une quinzaine. Déjà, à ce moment-là, est pas mal le leader de cette industrie-là au Québec. Ouais. Pour donner une idée aux gens qui connaissent plus ou moins, finalement, ce que fait Caravani, c'est un peu comme...
c'est un peu comme une équipe de hockey dans la Ligue nationale. Tu sais, mais appliqué au tourisme d'aventure. Tu sais, c'est un peu tu sais, la figure de proue. On pourrait dire ça comme ça au Québec, là, quand même, du tourisme d'aventure à l'international. Puis j'ai envoyé comme... ils m'ont dit, envoie-nous ton CV puis une lettre de motivation puis ce que tu as fait en plein air. Fait que moi, je suis toujours dans la dynamique. Ils vont me dire, qu'est-ce que ça prend pour guider? Fait que je leur envoie ça. Comme à 5-6 heures le soir, puis le lendemain matin, j'ai un téléphone qui sonne. « Hey, c'est Caravani, on a vu ça. Veux-tu venir nous rencontrer? » Ben oui, OK. Pourquoi pas? À 13h cet après-midi. OK, ouais, je viens vous voir. J'arrive, je m'assois, un peu comme on est présentement, avec une personne de Caravani. On jase pendant 20 minutes, puis la personne, elle me dit, bon, mais je vais aller te présenter l'équipe de travail. Là, je suis comme, quoi? Il dit, oui, on t'engage pour donner des cours d'escalade sur l'école de montagne. Ah, ben c'est cool, tu sais, je viens de passer mes cartes et tout ça. Ben oui. Tu sais, go. Comme ça. Comme ça. Ça reste de même. Puis pas longtemps après, quelques semaines, je reçois un autre téléphone. Oui, bon, c'est Caravani. On a un guide qui peut pas aller sur la Concagua. On sait que tu as un gros bagage de haute montagne et tout ça. Donc, voudrais-tu aller comme assistant guide sur cette montagne-là? Ben là, je veux dire, tu sais, les poils redressent partout sur le corps. T'es comme, ben, c'est sûr que je veux y aller. Tu sais, c'est comme un peu le truc rêvé, l'opportunité qui n'a pas d'allure, tu sais. Ça fait des années que tu voyages à tes frais, que exact, tu sais puis que j'avais pas fait la Concagua parce que j'avais pas les sous pour faire la Concagua, là. Explique-nous. Cette montagne-là, ouais. Parle-nous de la montagne, pour les gens qui la connaissent moins. En fait, c'est le plus haut sommet des Amériques. Techniquement, c'est pas difficile. C'est comme un trek, mais c'est de très haute altitude. C'est presque un 7000 mètres. C'est 6900 et quelque chose, là, etc. Fait que c'est comme sérieux quand même, la patente. Là. C'est une vraie affaire, une vraie aventure où il peut se passer plein de choses. Fait qu'on me propose ça sur un plateau d'argent, puis je fais « let's go, on embarque là-dedans ». Fait que l'expé commence, on rencontre les voyageurs. Moi, c'est ma première vraie expérience de guide. J'ai jamais fait ça. Fait que je suis dans un rôle plus d'assistant. As-tu été en altitude jusqu'à maintenant dans tes... Avant, oui. Ouais. Tu sais, j'avais déjà fait des 6000 mètres. J'avais grimpé au Pérou, en Bolivie, en Équateur, dans les Alpes. Fait que j'avais déjà un parcours de haute montagne qui était pas mal intéressant. Donc, on commence l'expédition. Puis l'expédition, il est arrivé des événements qui ont fait en sorte que ça a fait de moi l'assistant guide à un peu c'est le moment où le personnage de JP, de Jean-Philippe comme guide est un peu né. Tu sais. Okay. Je peux un peu aller dans les détails sur ce qui s'est passé. Ouais, s'il te plaît, je suis curieux. La journée de l'ascension, les deux co-guides avec qui j'étais se sentaient un peu moins bien. Donc, pour plein de raisons, tu sais, quand on est en très haute altitude... ben, il n'y a rien qui guérit, puis un mot de tête, ça peut durer longtemps. Fait qu'il y a des effets qui sont là sur le corps, vraiment, qui sont importants. Puis cette journée-là, mes deux co-guides étaient un peu moins en forme. Fait que on a comme commencé... tu sais, on part pour à peu près un 12 à 14 heures de marche pour faire le sommet comme aller-retour. Fait que c'est une immense journée. Puis je me ramasse finalement dans la dernière partie de l'ascension, qui est la partie la plus abrupte. Je me ramasse avec, je pense que je devais avoir comme 5-6 voyageurs avec moi. Puis je me ramasse seul avec eux. Puis je suis toujours dans ma position d'assistant guide. Donc on commence à faire l'ascension de cette partie un peu plus abrupte-là qu'on appelle la Canaleta. Et puis j'ai un voyageur qui commence à se sentir un peu moins bien à cause des effets de l'altitude. Ça peut amener plein de choses, mais là, il se sentait vraiment moins bien. Fait que j'ai comme laissé mon groupe continuer, puis j'ai descendu un peu sur la montagne pour aller le mettre comme en sécurité plus bas, où il pouvait retourner avec quelqu'un d'autre jusqu'au campement. Donc, j'ai descendu cette partie-là, puis je suis remonté après. Donc, parce que le reste du groupe est tout seul, là. Exactement. Fait que là, il faut bien comprendre que c'est comme je suis à 6600, 6700, 6800, puis je fais comme des allers-retours. C'est extrêmement difficile. Extrêmement exigeant, ouais. Extrêmement exigeant. Fait que je rejoins mon groupe. Donc, il y a 4-5 personnes. Et puis, j'ai un voyageur que je suis comme, lui, il a pas l'air de bien aller. Il me dit non, j'ai un manque d'énergie, je vais manger une barre puis ça va repartir et tout ça. Puis je suis comme t'as quand même l'air louche là, tu sais, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Puis
Pas longtemps après, je m'aperçois qu'il y a des pertes d'équilibre, puis il commence à halluciner. Je vois des diamants roses et bleus. Ça, c'est la phrase qui me reste toujours en tête. Je le vois assis, avec une bâtonne un peu marchée sur le côté, puis tout ça, puis qui me dit, ben, je vois des diamants roses et bleus. Comme, OK. Ah non, ça va pas bien, là. Ça va pas bien, donc je sais qu'il fait... on appelle ça un œdème cérébral ou un début d'œdème cérébral. C'est quelque chose de vraiment... ça peut aller très vite, cette chose-là, donc pour réagir rapidement. Et puis, donc, j'y donne un médicament pour ça, puis après ça, il faut que je le descende. C'est la seule façon, en fait, de traiter, ou la façon la plus efficace de traiter quand on est atteint du maladie des montagnes, peu importe sa forme, c'est de redescendre. C'est de redescendre, exactement. Donc, comme il pouvait pas marcher, ben je l'ai mis sur mon dos pour le descendre. Donc, j'ai descendu avec lui sur le dos pendant peut-être un 200 mètres. Donc là, on était de 6850 à 6650, je l'ai porté sur le dos. Après ça, il a commencé à être capable de marcher, donc je l'ai attaché avec une corde à la taille et puis je le retenais. Donc il marchait 5-6 pas, il tombait. Puis, tu sais, les pentes sont quand même... si tu pars, tu peux partir longtemps. Fait que je le retenais dans les pentes. Là, il se remettait debout, puis il partait. Parce qu'il y a une voie directe qui va justement de la Canaleta puis qui descend directement au camp 3. Exactement. Fait qu'il y a plein de moyens de moyenner dans cet environnement-là. Puis, donc, finalement, tout a bien été. Tu sais, tout s'est bien terminé. Puis, bien. Mais quand je suis revenu à Montréal, puis qu'après ça, mon employeur, Caravanier, a fait comme... Jean-Philippe, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Puis que j'explique, ben, il s'est passé ça, j'ai fait des allers-retours, je l'ai porté sur mon dos, puis fait que là, ils ont fait, ben, bienvenue. Ah ouais, bienvenue dans l'équipe. T'avais gagné ton grade, là. C'était comme, avec ça, là, c'est comme... T'as passé d'assistant à... T'as fait ce qu'il fallait, t'es solide, on te fait confiance. Ouais, c'est sûr que comme employeur, t'as généré de la confiance. Exactement. Exactement. Pour un employeur, je veux dire, t'as généré de la confiance. C'est certain de dire, OK, le gars, il est débrouillant, il est capable, en plus d'être passionné puis d'avoir un CV, mais là, c'est comme capable de prendre soin des gens puis de faire ce qu'il faut. Exactement. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec le reste du groupe? Je suis quand même curieux, parce que là, toi, t'as redescendu cette personne-là le plus bas possible. Le reste de l'équipe est en haut. Est-ce que tu leur as demandé de faire demi-tour à ce moment-là? Je leur ai demandé, ils ont fait le sommet. OK. Donc, ils ont fait le sommet. Je pense qu'avec le recul, peut-être que je ferais ça différemment. OK. Mais à l'époque, j'étais comme, non, allez faire le sommet. On était vraiment... On voyait le sommet. Ouais, aller au sommet, puis redescendre. Puis moi, je les ai attendus. Tu sais, quand... J'ai commencé à mettre la corde sur mon voyageur et tout ça, puis à le retenir un peu. J'ai fait quelques mètres, puis après ça, je l'ai transféré à un autre guide qui a pris comme d'une autre compagnie, où je sais... C'est un peu flou ce bout-là, mais je sais que il est reparti avec quelqu'un d'autre vers le campement. Okay. Puis moi, à ce moment-là, j'ai fait, je vais attendre que mon groupe revienne. Fait que je suis resté comme positionné à cet endroit-là sur la montagne. Ça a dû prendre 40 minutes, 45 minutes avant que je commence à voir mon groupe qui descendait la Canaleta. Parce que là, je voulais pas remonter. Ouais, non. Je suis une machine, là, mais j'ai mes limites aussi. Là. Ouais, c'est que je les ai laissés aller. Ils ont redescendu eux autres aussi par la voie directe. Ouais, fait que tes voies bien descendre. Ouais. Tes comptes. Ouais, tes comptes. 1, 2, 3, ok, tout le monde est là. C'est clair. Fait que c'est vraiment à partir de là que je suis rentré que j'ai commencé à faire les voyages... les grands voyages à l'international, puis que mon CV de guide s'est construit, si on peut dire ça comme ça. Là. Ouais. Puis justement, ce fameux CV, il est quand même super étoffé. Là. Dans les années qui ont suivi, pour les je sais pas, 10, 12 années qui ont suivi, en fait, même jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais t'accumules les expériences les unes après les autres. Là. Fait que comme 18-19 expéditions comme chef guide au-dessus de 6000 mètres, des expéditions à ski, à Baffin, Kilimanjaro, name it, là. Name it, Salto Ángel au Venezuela, descente en rappel. Première nord-américaine, ça. Première nord-américaine de la descente en rappel du Salto Ángel. C'est irréel. Je suis quand même vraiment curieux. Irréel, ce voyage-là. Ça s'est fait il y a quelques années, tu sais, il y a comme 4-5 ans. J'avais guidé en Bolivie avec un Vénézuélien. Okay. On avait fait l'Acotango ensemble, puis il était là, puis je parlais, puis j'étais comme le Salto Ángel, qui est la plus haute chute du monde qui se situe au Venezuela. Je me suis dit, crime, c'est vraiment un spot que je veux aller, que je veux voir. Puis la forme des montagnes au Venezuela aussi, on appelle ça des tepuis. C'est vraiment une forme qui est très, très particulière, puis qui est vraiment unique à cette région-là du monde. Puis je m'étais dit, je veux aller là, tu sais. Okay.
Puis quand mon co-guide il me disait « Ouais, je suis vénézuélien » et puis tout ça, puis là, j'étais comme « Hey, le Salto Angel, là, moi, ça me fait capoter. » J'aimerais tellement ça, là, tu sais, comme descendre ça en rappel. Tu sais, comme être là. Puis là, il me dit « Ben, j'ai botté la voie de descente. C'est moi qui ai mis les ancrages. » Ah ouais? Pour descendre ça. Puis là, je suis OK, mais là, tu sais, on garde contact et tout ça. Fait que Caravani m'a donné l'opportunité de monter un groupe pour aller faire ce voyage-là, qui, je le raconte encore aujourd'hui, puis c'est irréel, là. T'sais, on s'en va au Venezuela, c'est le début de la crise. Pour la nourriture, on fait venir de la nourriture du Chili. Malade. Parce qu'il n'y a plus rien dans les épiceries. Je me rappelle de rentrer dans une épicerie puis de voir une palette avec des poches de sucre. On est en quelle année, là? 2016, quelque chose comme ça. OK. Dans ces eaux-là. Plus ou moins une année. C'est à peu près ça. Ouais, dans ce coin-là. Puis là, on part, puis c'est des avions de brousse pour aller à tel endroit, puis tel endroit et tout ça. Super drôle à un moment donné, tu sais, on n'a pas le droit de chauffer en textant ici au Québec. Ouais, hein. Là, j'avais un pilote d'avion qui conduisait son avion de brousse en textant, en même temps, en le voyant, tu sais, sur Facebook, en train d'aller liker des affaires, puis t'es comme... Qui tient le stick avec les genoux, tu sais. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis on arrive là, au pied de ce époux-là, cette immense montagne-là et tout ça. Puis là, on part dans la jungle, tu sais, c'est la jungle littéralement, là, avec des petits sentiers, mais on part là-dedans pour aller jusqu'au edge, jusqu'à la partie où la chute tombe. Donc, c'est un trek de 5-6 jours. Puis c'est comme, c'est pas compliqué, c'est pas en altitude, tu sais, ça sera pas difficile. My God, c'est le plus dur trek de ma vie, c'est n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce que t'as trek complet? dans la jungle, c'est n'importe quoi. C'est passé dans la jungle, c'est ça. C'est fou, là. C'était super dense, glissant, humide. humide. C'est glissant, c'est vraiment up and down tout le temps, quasiment rampé. On marchait dans des marécages pendant des heures. Tu sais, c'était comme... Fait que moi, là, tout le long de ce projet-là, de cette expédition-là, je me disais comme... Là, je suis avec un groupe. Là. On s'en va descendre la plus haute chute du monde en rappel. C'est ça la mission, là. C'est ça la mission. Descendre. On a quand même le stress de se dire, ben, d'un coup qu'on arrive sur le bord de la chute, puis qu'on se dit comme, j'ai pas trop la chienne. J'ai 1 kilomètre. Non, 1 kilomètre de descente. Moi, pendant le trek, c'était comme, j'avais ça en tête. J'étais comme, mais on fait quoi? S'il faut que, tu sais, je sais quoi faire, mais je sais que ça va être long, comme revenir sur nos pas, puis tout ça. Finalement, on arrive sur le bord du edge, puis le trek était tellement tough qu'on a juste fait « Hey! Nous, c'est par en bas qu'on descend. » Il y a personne qui se le retape, là. Il y a personne qui se retape en revenant. Nous, on sort par en bas. Puis après ça a pris 2 jours pour faire le 1000 mètres en rappel. Puis c'est juste, ouais. Pour de vrai, Sam, là, c'est irréel. 2 jours. Tu sais, c'est... 2 jours de rappel. T'es dans le vide, là, t'es dans le gaz, puis t'as la chute à côté de toi, t'as les couleurs de la roche très orangées, c'est vraiment quelque chose. Ça a vraiment été vraiment toute une aventure. Puis on finit ça, on arrive en bas, puis c'est juste genre... OK, t'es comme... on l'a fait, tu sais. D'habitude, tu célèbres quand t'arrives au sommet d'une montagne. Oui, c'est ça. Là, t'es au pied de quelque chose, tu hey, on l'a fait, tu sais, c'est comment... C'est quelque chose, hein. Puis là, tu regardes la cascade de loin, puis c'est juste comme... Ça, quand je parle de cette aventure-là, c'est comme... C'est encore irréel un peu pour moi. C'est comme on a vraiment fait ça. T'as les yeux qui pétillent, t'en parles, puis je vois encore l'émotion. Ouais. Tu sais, je peux juste imaginer le feeling d'avoir monté une expédition comme ça à partir de rien. Puis déjà, c'est quand même super original déjà comme concept, là. Mm-hmm. Puis là, tu reviens à Montréal, tu continues à te faire un peu... à te faire shipper, tu sais, partout à travers le monde. T'as un peu un aura d'homme fort, tu sais, à ce moment-là qui... C'est même pas un aura, je vais dire. C'est... En fait, peut-être que toi, c'est ce que tu vois. Mais moi, comment je l'ai vécu, c'est un peu la figure du super-héros au sens... pas au sens que tu sauves quelqu'un, mais c'est plus au sens de... Pour moi, j'étais l'homme d'acier. Au sens que les personnes du domaine, ils me considéraient un peu comme... JP, c'est la force tranquille. C'est le pilier, il plie pas. C'est comme, peu importe le vent, peu importe la difficulté, si JP est là, ça va aller. Il va passer au travers. Puis, fait que j'étais vraiment dans cette dynamique-là, un peu inconsciente, où j'étais justement cette figure forte, là. Figure de proue, là. Ouais, vraiment, moi, je dis souvent, une légende, là. Ben, non, peut-être pas jusqu'à la légende. C'est encore vivant, là, mais... En tout cas, mais tu sais, je l'explique souvent comme, je portais un masque. Tu sais, quand tu guides, il faut que tu t'incarnes la force aussi. Tu sais, t'es pas pour
mettre à nu tes vulnérabilités, puis tout ça, tu dois donner confiance aux gens. Fait que le masque du guide, il doit être présent parce que, ben, ça donne confiance aux gens aussi, tu sais. On peut pas toujours démontrer nos peurs ou nos inquiétudes ou des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu, en fait. Quand je t'ai connu, c'était justement, tu incarnais ce masque ou ce personnage d'invincibilité, puis de cette personne qui a la capacité de sortir de n'importe quelle situation. Puis les premières fois que j'ai entendu parler de toi, c'était Jean-Philippe Leblanc, tu sais, dans le milieu du guidage. Jean-Philippe Leblanc, tu connais pas Jean-Philippe, tu sais, puis là, on me racontait ton pedigree, puis il y avait cette excitation même de te rencontrer, puis on a failli faire un projet ensemble. On est passé proche. On est passé proche, XP Antarctique en 2014, que finalement, t'as décliné pour toutes sortes de raisons qu'on va continuer d'explorer, qui sont très liées avec ton parcours. Ouais. Mais pour moi, il y avait à ce moment-là vraiment une excitation de dire hey, j'ai peut-être la chance de faire un projet avec ce gars-là. Puis plein d'autres belles personnes, évidemment. Mais il y avait quelque chose, il y avait un aura où j'avais l'impression de pouvoir être en contact avec l'élite. Tu sais, c'était un peu ça. Mais en même temps, je me dis, il y a un envers de la médaille à porter ce masque-là, puis ce poids-là. Ouais, c'est vraiment ce poids-là. D'excellence en tout temps, oui. Puis, tu sais, ça craque à un moment donné, en fait. Tu sais, quand tu sais, moi, il y a des années, j'étais 180 jours de temps, 190 jours en expédition. Et puis, on s'entend, c'est super exigeant à guider. Ouais. Là. Puis c'est dans des zones difficiles, c'est dans des contextes difficiles. Tu sais, la nature est forte et puissante. Fait que, inévitablement, t'es confronté à des accidents, à des personnes qui sont blessées, à plein de choses. T'es obligé d'évacuer des personnes, t'es obligé d'appeler les hélicos, t'es obligé de te débrouiller seul, t'es obligé de faire des évacuations par toi-même. C'est inévitable à un moment donné, où j'étais, là, le niveau dans lequel je pratiquais, c'est inévitable. On en fait. Puis avec le recul, ce que je m'aperçois, c'est que chacun de ces petits éléments-là, un à un, c'est pas grand-chose. Ah, j'ai évacué telle personne. Ah, telle personne s'est cassé la jambe, puis on l'a évacué, blablabla. Mise tout seul, ça va, mais c'est quand tu commences à les accumuler, tu vois que ça m'a fait littéralement à l'intérieur de moi des petites fissures qui, finalement, vu que je repartais tout de suite en expédition, j'ai jamais partagé ces choses. Tu sais, c'était juste, je revenais d'expédition, puis j'ai pu comment c'était. Ah, là, j'ai été obligé d'évacuer telle personne, il s'est passé telle affaire, puis telle affaire. Ah, OK, c'est bon, là, on te renvoie à telle place. OK. Ouais, puis la façon de le traiter, j'imagine qu'à un moment donné, c'est de se convaincre soi-même de voir ça sur le côté de l'apprentissage plus que de la peur ou de l'échec, de voir ça avec un grain d'humour, puis c'est correct, ça permet aussi d'évacuer et de le traiter, mais j'imagine qu'il y a quelque chose, il y a une forme de tension ou de stress intérieur qui se gère peut-être pas au fait, à ce moment-là. Exactement, tu sais, puis moi je disais à l'époque, puis je le dis encore, tu sais, quand je partais pour ces expéditions-là, j'étais comme, je m'en vais à la guerre, tu sais. Pour moi, c'était ma forme de guerre à moi. Ben, clairement, juste la façon que tu le décris, les gens qui se blessent, appeler l'hélico, faire des évacuations. Oui, on était dans la montagne, le cheminement, tout, blablabla, c'est oui, là, tu sais. Mais dans mon rôle de guide, c'est, OK, t'as à gérer des problématiques qui sont complexes, tu sais. T'as des situations où les gens sont... il y a un risque pour leur vie, puis tu dois prendre des décisions, puis c'est sur tes épaules que ça porte. Puis je suis pas médecin, je suis pas infirmier, j'ai mon bagage, j'ai mes premiers soins, tout ça, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile de vivre ces choses-là. Fait que c'était comme toutes des brèches à un moment donné qui se faisaient à l'intérieur de moi, jusqu'à un moment donné où ces brèches-là, ils prennent de l'expansion, tu sais. Parce que là, jusqu'à ce moment-là, tes stratégies pour faire face à ça puis dealer avec ça sont à peu près inexistantes, ou c'est dans l'évitement, ou c'est dans l'action de repartir. Ouais, sublimé, puis t'es vraiment dans... Non, t'es... Ouais, vas-y, JP, là, t'es fort, là, continue. Puis comment t'es passé de cet état-là, d'être toujours dans l'action, puis de sublimer, à dire, OK, là, j'ai pas le choix de regarder ce qui se passe? Tu sais, c'est vraiment des éléments traumatiques, on va dire, là, où j'ai eu... Parce que tu as eu des situations vraiment pas faciles dans les dernières années. Là. Fait que ça a commencé peut-être avec un cas de colonne qu'on avait eu à 6000 mètres sur la Concagua, donc où on avait dû plancher une personne puis la descendre.
Fait que ça avait un peu brassé à l'intérieur de moi. La personne, finalement, il y avait pas de cas de colonne et tout ça, c'était correct, mais c'était comme un secours qui avait été difficile émotionnellement à faire, tu sais, à porter. Puis après ça, l'année d'après, ou pas longtemps après, au fait, j'ai eu un premier décès, parce que j'ai eu 2 décès dans ma carrière, avec peu de fierté quand même par rapport à ça, mais j'ai eu un premier décès sur la Concagua. Donc je suis en position de... Je suis chef guide de cette expédition-là. Expédition particulière où, avant de partir, j'étais malade. Donc, j'avais, quand les voyageurs étaient arrivés en Argentine, pour ce voyage-là, j'avais plus de voix. J'avais vraiment, déjà, au niveau pulmonaire, là, ça bronchite ou laryngite ou, tu sais, il y avait quelque chose qui filait pas. C'est quelque chose qui fait que, moi, j'étais comme bien cool avec ça, fait que je comprenais très bien que, une fois arrivé sur la montagne, j'allais sortir. Il n'y a rien qui guérit quand t'es en Quand tu montes en altitude. Non, c'est ça. Fait que, on arrive en altitude et puis on passe chez le médecin pour voir au camp de base, pour voir si on a le physique pour continuer l'ascension. Parce que t'as une équipe de guides. T'es chef guide, mais t'as des assistants guides avec toi. Exactement. Puis les gens sont pas tout seuls, les clients sans montagne. Exactement. Fait que, laisse-moi le temps pour gérer ça. Fait que là, on part chez le médecin puis moi, je suis quelqu'un de très intuitif dans ma vie. Vraiment, puis j'apprends à faire confiance à ça de plus en plus. Puis un des voyageurs qui était là, il part chez le médecin, puis c'est comme le médecin, il dit non. Et lui, il est correct pour aller plus haut, mais on s'entend, il est pas top shape, mais il a le go pour monter plus haut. Puis j'étais comme, ouais, tu sais, j'avais des gros doutes et tout ça. Puis la nuit avant de partir, j'étais avec mon collègue dans la tente, puis tu sais, j'avais vraiment ce feeling-là, tu sais, il y a quelque chose qui va arriver. Puis, comme quelque chose que t'es pas capable de nommer, mais... quelque chose que je suis pas capable d'expliquer. Puis c'était Bernard Maillot, qui est aussi tout un aventurier aussi, puis qui est avec moi. Et puis il me demande, JP, t'as-tu un mauvais feeling? T'sais, puis je suis comme, ouais, il va arriver quelque chose, puis moi, je veux m'en aller d'ici. De physiquement, ça passe pas, mais même si ça allait physiquement, je veux pas être ici. Je veux m'en aller. Fait que je pars, et puis finalement, la journée du sommet, donc la personne en redescendant du sommet, bref, c'est une condition physique, on pourrait dire ça comme ça, là, que la personne a vécu, puis moi, j'étais pas sur la montagne à ce moment-là, j'étais en ville. Je considère que j'étais encore en charge de l'expédition, même si j'étais pas là. Fait qu'à un moment donné, je suis dans un café dans la ville de Mendoza, puis je reçois un texto de mon équipe locale, des gens qui sont sur le terrain puis tout ça, puis qui me disent que finalement il y a une évacuation qui se fait. OK, une évacuation, c'est normal, ça arrive fréquemment. Puis 1 heure après, je reçois un texto, la personne elle est décédée. Fait que là, ça a fait... J'ai freezé là, sur place totalement. Je suis retourné voir l'équipe et bon, tu sais, on s'est arrangé pour que ça finisse, pour aller chercher le groupe, le ramener, puis tout ça. Mais moi, ça m'a vraiment ébranlé avec raison, hein. Même si j'étais pas sur le terrain. Puis pour un peu vraiment là, ouvrir les fissures à plein, là, il y a un autre événement que j'ai vécu après ça. Donc, il y a eu un an après, j'étais en rafting. Et puis, moi, je suis pas un raftman, tu sais, dans la vie. Je suis pas un guide de rafting. Fait que, il y a des gens spécialistes avec moi, tu sais, que j'ai contracté pour venir avec un groupe. On part sur la rivière. C'est début du mois de mai. La rivière est bien gonflée. Elle est bien belle pour les kayakistes puis les gens qui trippent sur l'eau vive et tout ça. Puis, une des premières vagues qu'on prend, on flippe. Donc, tout le raft, on tombe tout à l'eau. Fait que... on arrive à remonter sur le raft. Évidemment, c'est un peu comme... c'est un peu intense, ce qui est en train de se passer. Puis j'espère que... Moi, dans ma tête, c'est... Bon, à un moment donné, ça va se calmer, la rivière, puis on va mettre le bateau sur bon sens, puis c'est un bout rough à passer, mais bon... Puis la descente continue, mais on est sur le raft, mais à l'envers. Donc... on pogne une autre vague, une bonne vague, où là, on se remet tout à l'eau. Puis là, je me tiens sur le raft, sur une pièce, puis cette pièce-là m'est laissée en fait, je l'ai arraché. L'homme d'acier. L'homme d'acier. Tout ça, tu sais. Fait que je me suis ramassé un peu comme rapidement, à peu près 15-20 mètres du bateau. Puis j'ai fait, je pourrais jamais comme renager jusqu'au bateau. Fait que je me suis mis sur le dos, puis... Le bateau, puis les gens sont dans l'eau encore, puis tout est... Ça descend, puis moi, j'ai juste fait comme, OK, moi, je vais me gérer moi-même, rendu là, parce que, tu sais, ça va être trop... je pourrais pas me rendre jusqu'au bateau, puis de toute façon, les guides de raft sont là pour s'occuper de ça. Fait que je me mets sur le dos, puis j'ai vraiment souvenir de
de regarder le ciel, de faire comme ça va se calmer, la rivière va se calmer. Puis on est au mois de mai, j'ai les mains là. Ah, il fait fret là. Je suis gelé, j'ai vraiment fret au fait pour de vrai là. J'ai froid dans cette rivière là. Puis OK, mais le bout de plat, il y en a pas de bout de plat. Le courant est là, ça pousse, ça comme. Fait qu'à un moment donné, je me dis ben là, il faut que je réagisse, il faut que je me tasse sur le côté de la rivière à un moment donné là. Fait que j'arrive à trouver un contre-courant, j'arrive à nager dedans puis à sortir de l'eau. Fait que je sors de l'eau, puis là, je suis tout seul sur la rivière, tu sais. Le bruit de la rivière qui est fort, la rivière, tu sais, une rivière en crue, là. Ouais, non, c'est impressionnant. Ça gronde, là, c'est comme... Tu sais, c'est... Fait que là, je suis sur le bord de la rivière, j'ai vraiment froid, puis là, je me dis, je vais pas rester ici à attendre, je vais pas rester ici. Parce que le bateau est beaucoup plus bas, les autres sont beaucoup plus bas. Puis moi, je voulais me réchauffer. Ben oui. Puis je me suis dit, moi, le rafting, là, moi, je suis pas un gars d'eau, là. Moi, je suis un gars de montagne. Marche, tu sais, comme... Fait que, OK, tu sais, fait que je me mets à marcher sur le bord de la rivière pour me réchauffer. Je tombe sur un pont. Je traverse ce pont-là, puis je reviens après ça tranquillement vers le bord de la rivière. Et puis en revenant sur le bord de la rivière principale, au loin, je commence à voir... Il y a comme une... Je sais pas quelle affaire, là, l'adrénaline ou je sais pas quoi, mais je vois au loin quelqu'un qui est en train de faire un massage cardiaque. Fait que là, c'est comme... Holy shit. Fait que là, je m'en vais jusqu'à eux, évidemment. J'arrive là, donc il y a une personne qui est inconsciente, puis le kayakiste de sécurité est là en train de faire les manœuvres. Donc, je lui dis, OK, j'entre dans la manœuvre avec toi. Fait que, tu sais, on va s'échanger les contractions thoraciques. C'est super épuisant physiquement de faire ça. Là. Donc là, je commence à faire les compressions, puis le kayakiste de sécurité, il me dit, je te laisse ici. Il dit, je m'en vais chercher des secours comme au point où on était supposé finir. Il dit, je m'en vais là-bas. Fait que je me suis retrouvé seul, au fait, avec une personne qui... une personne qui est décédée, au fait, qui n'aspire plus à faire des compressions thoraciques. Pendant 1 heure, à peu près, j'ai été tout seul là-dessus, dans un état complètement incroyable. Tu sais, voir les couleurs de peau changer, voir les textes, tu sais, en tout cas, c'était hyper difficile, tu sais. Donc, c'est sûr, là. Je veux dire, c'est terrible comme situation. Puis, c'est drôle, ça, mais, tu sais, si j'ai un regret de ce moment-là, là, je voulais y chanter une berceuse. C'est tout. Ah ouais, hein. Pour l'accompagner, puis lui dire au revoir. Ah, c'est tellement touchant, man. Donc, c'est là, au fait, que la brèche, elle est devenue... la fissure, elle est devenue quelque chose de géant, en fait, là. Puis où l'homme d'acier est devenu l'homme de papier, tu sais. Il y a une brisure qui s'est faite. Une brisure totale, là. C'est quand même... ça vaut quand même le temps de prendre 1 seconde pour juste digérer tout ce que tu viens de partager, là. Puis là, dans les semaines, dans les mois qui suivent, parce que évidemment, il y a gérer l'équipe, gérer les gens, mais il y a te gérer toi. Là, tu dis l'homme d'acier devient l'homme de papier. Qu'est-ce qui se passe pour toi à travers il y a ta vie personnelle, mais il y a ta vie professionnelle aussi, puis ton métier ou ton identité s'est forgée sur cette force puis cette invincibilité-là d'acier. Et là, soudainement, tu te dis, attends un peu, j'ai des émotions, il y a des trucs avec lesquels j'ai pas composé dans le passé, que je dois traiter maintenant. Exact. Tu sais, me mettre dans une position de leadership en plein air, j'étais plus capable. J'étais plus capable de guider. J'étais littéralement... j'arrivais plus à soutenir cette pression-là. Puis je te dis ça, là, mais c'est pour le Mont-Royal. Pour accompagner un groupe de marche au Mont-Royal. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est littéralement toute mon identité qui a été touchée, qui a été ébranlée.
Tu te poses mille et une questions, tu sais, je fais quoi, tu sais, que je continue-tu? Est-ce que tu sais, c'est une période de questionnement incroyable, tu sais. Puis, est-ce que je suis encore fait pour ça? Est-ce que je suis capable? Est-ce que... Exact. T'sais. Comment je me reconstruis? Comment je passe à travers ça? T'sais? C'est quoi les étapes? C'est quoi... Je peux-tu redevenir comme avant? C'est ça, tu sais. C'est le fun d'avoir un sentiment de se sentir fort. Se sentir fort. C'est quand même cool, là, tu sais. Ouais, ben oui, c'est énergisant. C'est comme, tu te sens les deux pieds à bonne place. Mais là, c'était plus ça, là. C'était vraiment plus ça. Là. Ça me parle tellement. Ça résonne avec moi. Déjà, ça me touche incroyablement le courage que t'as d'oser aller là. C'est François-Xavier Blot, tu sais, qui est dans le domaine du tourisme d'aventure aussi, qui m'avait dit, JP, toi, ta carrière, là, elle est incroyable, autant pour les côtés majestueux, grandioses, que autant pour les défis que tu as vécus, puis les situations délicates. Il était comme, c'est aux antipodes, tu sais. Il était vraiment l'éventail de ce que tu as vécu comme guide. C'est comme incroyable. Ouais, puis tu sais, nos identités ont été bâties pour les premières portions de nos vies, beaucoup sur cette grande force-là. Fait que là, il y a tout un travail justement de reconstruction à faire, de dire, bon, mais c'est quoi ma nouvelle identité, puis sur quoi je peux m'appuyer. Puis en même temps, est-ce que de revenir à ce que j'étais avant est nécessairement la bonne voie à suivre, tu sais? Parce que ces forces-là, puis ces personnages-là d'acier, ben, ils répondaient peut-être aussi à des incertitudes ou à des faiblesses ou à des portions, en tout cas, moi, de mon identité que je voulais pas regarder, tu sais, qui était plus dans la sensibilité, dans la fragilité, puis je voulais pas regarder ça, je voulais pas m'avouer ça. Fait que l'avouer aux autres, l'avouer au monde, c'était ben trop vulnérabilisant, tu sais. Le plein air, tu sais, c'est... Il faut que tu arrives, tu sais, en tant que professionnel, puis tu sais, de passionné, puis tout ça, il faut que tu arrives à comprendre c'est quoi la fonction que ça joue dans ta propre vie. Tu sais, de prendre des risques comme ça, de vivre autant d'inconfort, autant de défis, autant de plein de choses, ça prend tellement de place. Là, qu'est-ce qu'on voit pas derrière ça? Faut que tu arrives à trouver ça avant que toi-même tu pousses la limite trop, puis que toi-même tu y passes, tu sais, que tu as un accident, puis que... Fait que je me considère relativement chanceux quand même de pouvoir être capable de faire cette réflexion-là aujourd'hui, puis d'être capable de me dire, mais regarde, tu sais, ce qui s'est passé là, ça s'est passé comme ça, puis qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pour continuer, là, tu sais. Ouais, ben justement, qu'est-ce qu'on fait pour continuer? C'est des choses minimes, tu sais. Après le deuxième décès, bizarre, là, mais j'avais besoin que mes mains bougent. J'ai tricoté, genre. Sérieux? Ouais. Genre, faire une tuque, là, pour moi, c'était comme, hey, j'ai réalisé de quoi? J'ai fait de quoi? T'as-tu mis des cadeaux dans des bonnes Noël? Ouais, plein d'affaires de même, là. J'ai gâté ma gang, là, au bout, là. J'avais besoin de... Tu sais, j'ai eu besoin de réaliser des petites choses. Puis, je m'étais fixé comme objectif de partir en expédition à la terre de Baffin. Puis, c'est une expé personnelle à moi que ça fait des années que je veux faire. Puis, c'était comme... Je travaille dans cette direction-là. J'y vais petit pas par petit pas, puis je m'en vais vers cette expédition-là pour me faire du bien, pour me reconstruire. Ouais. On part en expé, on part à l'aventure pour sortir de notre zone de confort, pour utiliser notre débrouillardise, pour se découvrir. Puis au final, oui, on peut découvrir tout ça à l'extérieur, sur le terrain, mais il y a tellement d'opportunités en ville, dans nos vies. Moi, j'avais cette habitude-là avant, puis d'avoir l'impression que la vraie aventure se passait que sur le terrain, tu sais. Puis avec le temps, puis en devenant papa, puis en faisant face à des enjeux de santé plus émotionnels puis psychologiques, finalement, je me dis, attends un peu, là, je suis quand même dans une situation privilégiée, j'ai pu vivre plein d'affaires, oui, j'ai passé à travers des situations difficiles, mais ça a toujours été par choix. Tu sais, l'aventure, c'est pas tout le temps là, genre, où le plein air, tu sais, la montée, c'est pas... Tu sais, oui... Mais moi, ça a été une zone de confort quasiment, là, le plein air, tu sais. Faut que tu nous parles de ton autre grande aventure qui, j'ai vraiment l'impression, fait aussi partie de ta reconstruction, même si ça existe depuis plusieurs années, bien avant les événements que tu nous as décrits. Ouais. Mais c'est Face au vent. Ouais. Puis
Puis je veux te laisser nous le présenter parce que, je veux dire, il faut parler de ça, c'est trop hot. On pourrait rentrer dans plein de termes, mais c'est tellement simple. On fait du plein air pour favoriser la santé mentale. C'est simple comme ça, OK? Fait qu'on travaille beaucoup avec des gens qui ont qui vivent avec l'expérience d'un premier épisode psychotique. On travaille avec des cliniques dans différents hôpitaux. On travaille avec des organismes communautaires, toujours reliés à la santé mentale. Puis on amène les personnes qui vivent ces situations-là, on les amène faire des adaptées. Hein? C'est sûr qu'on s'en va pas sur le Kili ou on reste au Québec, on fait une expédition, on va se mettre en contact avec la nature, on va se mettre en contact avec l'imprévu, l'inconnu, l'aventure. On va se mettre en contact avec ça pour qu'il y ait quelque chose de bien qui se passe sur nous, pour en retirer des bienfaits. Donc, c'est vraiment aussi simple qu'on offre des activités de plein air pour contribuer positivement à la santé mentale. C'est fascinant. Je suis encore ébranlé de tous les partages, puis de la réflexion, puis des liens avec tes différents chapeaux professionnels. Ouais. Tu sembles être dans une période de ta vie où tu jongles avec beaucoup de priorités. Celle de te reconstruire, de regoûter au plein air, celle de faire grandir l'impact de l'organisme, celle aussi de flirter donc avec l'aventure. Tu es aussi papa, tu as 2 enfants. Fait que tu jongles avec pas mal d'affaires. On a un thème un peu classique qu'on utilise à 168 heures, 168 parce qu'il y a 168 heures donc dans une semaine. Puis l'idée, c'est juste de voir, essayer de creuser, toi, dans toutes ces priorités, tous ces intérêts, tout ce que tu cherches à faire entrer en équilibre dans ta vie, comment tu l'organises, ton temps, ta semaine, tes journées? As-tu un rapport précis avec le temps? Est-ce que c'est déstructuré? Ouais, c'est assez déstructuré quand même. Je te dirais. J'avais dit tantôt, je suis assez instinctif, là, mais il y a vraiment quelque chose pour me mettre au travail, il faut que je le ressente. Faut que je sente que j'ai de la misère à me mettre au travail quand c'est imposé ou quand l'envie n'est pas là. Moi, là, ces temps-ci, là, ce qui est marquant de mes 168 heures, là, c'est quand j'ai un mur végétal chez nous. J'ai commencé comme à bidouiller comme un mur végétal, puis tout ça, puis le regarder pousser, prendre le temps d'être à côté, puis faire comme... C'est cool ce qui est en train de se passer. Ce petit rituel-là que je fais à tous les jours, là. Fait que ça, c'est mes petits moments là, dans mes 168 heures où... je me sens vraiment... ça me fait vraiment du bien, là, ces petits moments-là de contact et tout ça là, avec la nature. Puis évidemment... L'autre chose qui fait du bien, c'est... Tu dois le vivre, toi aussi, là, c'est quand tu arrives à la garderie là, pour aller chercher des enfants, là, puis que t'as le sourire, puis là, t'as comme... Tu sais, les bras qui te prennent, qui te serrent, là, c'est comme une rockstar qui... C'est comme, ah là 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 là, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Puis sinon, je garde toujours... J'essaie, du moins, de garder un moment pour... faire une petite activité de plein air, pour faire un petit kayak de mer avec ma copine, pour une petite marche au parc. J'essaie de rentrer ça. C'est pas évident encore, là, parce que mes enfants sont encore un peu jeunes, puis tranquillement, on y arrive, là, comme à se donner du temps, puis à faire des petites activités de plein air en famille, puis tout ça. Fait que ça, de plus en plus, on commence à avoir du temps pour ça là, dans nos 168 heures. Fait que c'est très, très chouette. Cool, merci. Merci pour la réponse. En terminant, les gens qui voudraient en savoir plus sur toi, sur Face au vent, sur le programme Être, peut-être des écoles qui pourraient être intéressées. Oui, tout à fait. On vous rejoint où? Oui, on a un site internet qui est en reconstruction depuis déjà plusieurs années, mais ça s'en vient, la version finale. C'est faceauvent.org. Faceauvent.org ou .com là, pour le site internet. Puis le contact, c'est info@faceauvent.org pour nous contacter. On est dans les médias sociaux. Évidemment, puis pour me contacter, moi, personnellement, je sais pas, trouvez-moi. Je veux dire, passez par Face au vent, whatever. Je suis pas la personne, clairement, là, qui est la plus présente dans les médias sociaux. Je partage très peu mes
fait, je prends jamais de photos quand je fais des expos ou des sorties de plein air. Fait que, tu sais, je suis peu actif, là, sur les médias sociaux. Pour mon bien-être personnel, j'ai décidé de prendre cette décision-là. Mais c'est un peu ça, là, je pense, c'est par courriel. Super. Contactez Face au vent, puis je vais être dans les parages si vous voulez me jaser. Contactez Face au vent, puis écrivez à l'adresse info aussi. Ouais, écrivez. Puis si jamais il y a des écoles qui ont envie d'en savoir plus sur le programme Aide, c'est possible de le faire à travers ça. Clairement que puis oui. Là, clairement, là, pour supporter ce super projet dans les voiles, qui a plein d'impact pour former la génération de demain à être plus en contact avec la nature et avec eux-mêmes. C'est une mission qui est absolument noble. Merci énormément pour ta générosité. Ben, merci à toi, Sam, pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de replonger dans ces souvenirs-là qui brassent plein de choses, mais que des fois, c'est important de regarder un petit peu. Merci de m'avoir permis de vivre ce moment-là avec toi. Je te souhaite un bon retour puis le meilleur succès là, dans ce cheminement de reconstruction-là, vraiment. Ben, merci, Sam. Pour les gens à la maison, merci évidemment d'avoir été là. Super apprécié. On a eu une magnifique conversation avec Jean-Philippe aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur 168, à suivre sur les sites internet habituels. En ce qui me concerne, samuelostigui.com ou sur Instagram, samuel.ostigui. On se revoit très bientôt.